Élu dans Jean Talon en 85, Gilles Rémillard est l'homme de confiance de Robert Bourassa. Il a été l'architecte de la position du Québec dans les négociations constitutionnelles de Meach et Charlottetown. Fédéraliste de conviction, il entretient de grandes ambitions pour le Québec qu'il veut doter d'un rayonnement international. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Rémillard. Bonjour, M. Morin. Aviez-vous un objectif de durée et un objectif, évidemment, de travail en entrant en politique? Au tout début, donc, quand je me suis présenté, j'ai dit que je me présentais pour 2 mandats. Et les gens de mon comté et les gens de l'organisation politique m'ont tapé sur les doigts en disant « Hé, on ne dit jamais ça. En politique, on vient pour toujours. » Quand on dit qu'on s'en va, on devient un canard boiteux. Professeur d'université, je n'avais pas trop réalisé toute la signification de dire que je ferais deux mandats. Pour moi, 2 mandats, bon, c'était suffisant. Et là, évidemment, vous avez probablement essayé de mettre en pratique ce que vous aviez écrit, ce que vous aviez aussi mis sur papier avec M. Mulroney. Oui, écoutez. Ici, dans ces lieux, dans ce salon rouge, le premier ministre élu, M. Bourassa, fait sa première conférence de presse pour annoncer sa première présentation de son gouvernement le 12 décembre. Le 12 décembre 1985. On a été élu le 2 décembre. Oui. Et le 12 décembre 1985, ici, voilà, c'est la formation du premier gouvernement Bourassa. Et lorsqu'il me présente comme ministre des Affaires canadiennes et ministre des Relations internationales, il dit dans son discours que son objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que le Québec puisse intégrer la Constitution canadienne de 82 avec les grands objectifs qui ont toujours été les nôtres. Et il parle des conditions qu'on a élaborées. Et il dit, nous nous sommes fixés un délai de 3 ans. Voilà, la table est mise. Le premier ministre vient de nous donner le mandat et il nous dit 3 ans. C'était de fait le temps que nous avions besoin pour discuter, négocier, mais son message à M. Bourassa, c'était de dire, nous voulons dans un premier mandat régler cette question constitutionnelle. C'est tout un défi. Mm-hmm. Alors voilà, je recevais mon mandat avec ce 3 ans. Avant de vous assermenter ministre des Affaires intergouvernementales, il vous avait déjà mis au travail en préparation du sommet de la francophonie. Oui, pour la relation internationale. Oui, il m'avait téléphoné quelques jours, 2 ou 3 jours après les élections. Il m'a téléphoné, dit, je vais te voir. Alors, on s'est rencontrés. Il me dit, ben voilà, je voudrais te confier 2 ministères. Il me parle des relations internationales et des affaires canadiennes. Et il me dit, pour les relations internationales, tu vas avoir tout de suite un dossier très important. C'est l'organisation du premier sommet de la francophonie que le président Mitterrand veut tenir, donc, dès février à Paris. Et il y a une rencontre qui va avoir lieu très importante, qui va avoir lieu le 12 décembre, journée de la sermentation du gouvernement. Donc, quand tu vas être assermenté, dans la soirée, tu prends l'avion et tu t'en vas négocier, représenter le Québec pour ces négociations qu'on veut particulièrement importantes pour nous, parce que ce premier sommet de la francophonie, c'est un peu un test pour nos négociations constitutionnelles.
si on veut dire que nous sommes une société distincte, si on veut affirmer notre compétence en ce qui regarde nos propres domaines de compétences et de juridiction, et qu'on veut proclamer aussi ces compétences à l'extérieur du territoire québécois quand on peut le faire, bien, il faut que ce soit dans le sommet de la francophonie. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler comme ministre sans avoir encore été assermenté pour être prêt pour cette fameuse rencontre à Paris qui a suivi donc le 14. Et à cette rencontre de Paris, est-ce que vous avez amélioré la place du Québec au premier sommet? On a eu des discussions très serrées, je devrais dire, avec le gouvernement fédéral. Il y avait, M. Mulroney avait un gouvernement très ouvert à la situation québécoise. Bernard Roy, qui était son chef de cabinet à ce moment-là, très ouvert. Alors, on a discuté. On savait que notre marge de manœuvre était mince, là. Elle était mince. On comprenait très bien que le gouvernement fédéral doit protéger sa capacité d'agir sur la scène internationale, parce que nous appelons les affaires étrangères. Mais les relations internationales, ça, les provinces, comme le Québec en particulier, dans ces domaines de compétences, peut intervenir dans la mesure où ça ne va pas évidemment à l'encontre de la situation du gouvernement fédéral. Alors, on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, et c'est Lucien Bouchard, qui à ce moment-là est ambassadeur du Canada à Paris. Donc, des gens qui sont tous très sensibles à la situation québécoise. Mais on demeure quand même, après cette rencontre, dans une situation un peu ambiguë. Ah, vous allez parler en ce qui regarde la coopération. La coopération, vous savez, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire aussi des impacts économiques. Mais vous parlerez quand on parlera de coopération, quand on parle de politique étrangère, de politique, le premier ministre du Québec n'a pas parlé. Quand on parle d'économie, des grands problèmes économiques dans le monde, le premier ministre du Québec n'a pas parlé. Ben, alors, écoutez, ça n'a pas beaucoup plus avancé que ça. J'ai fait mon rapport en revenant au premier ministre, puis Jean-Claude Rivet était avec moi. Je dis, ben voilà, on est dans une situation, je vais vous dire, premier ministre, qu'il va falloir jouer ça sur place. C'est ce qui s'est passé. Comment ça s'est joué? Alors, ça s'est joué que le président Mitterrand m'avait dit à cette rencontre-là, parce que le président Mitterrand, il avait déjà tenté de faire cette rencontre pour organiser ce premier sommet à quelques reprises. Mais la relation difficile entre le Québec et le gouvernement canadien sur justement ces questions d'intervention faisait qu'il n'y avait pas consensus et finalement, il reportait son projet. Mais là, le président Mitterrand me dit, écoutez, là, nous, on vous aime beaucoup, les Canadiens, les Québécois, on vous aime beaucoup, mais vous allez régler vos problèmes. Là, on ne reporte plus le sommet, on le fait. Alors, Monsieur le Président, très bien, je reçois le message, je communique mon premier ministre. Arrive donc le sommet au mois de février à Paris. Et tout se met en place. Et là, arrivent les discussions économiques. Alors, on est en 85, dans 86, dis-je. Donc, les questions économiques revêtent une importance tout à fait particulière, ce premier sommet de la francophonie. Et M. Bourassa décide d'intervenir. Ah, le président Mitterrand lui donne la parole, il intervient sur les questions économiques. Il intervient et ensuite il ressort. Après son intervention de la rencontre les journalistes. Première question des journalistes. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous aviez le droit d'intervenir? Le Premier ministre Bourassa dit non. Mais je l'ai fait. Je croyais que c'était utile parce qu'il a fait une super suggestion, on l'avait bien préparé. C'était un plan Marshall en ce qui regarde le développement technologique. Parce que c'était important de pouvoir prévoir un développement économique qui permet un développement technologique pour soutenir un développement durable. Alors, son intervention a été très remarquée et retenue dans la presse un peu partout.
Alors, évidemment que le gouvernement fédéral, M. Mulroney, a trouvé ça un petit peu plus difficile. Mais on s'est parlé ensuite, on a essayé d'adoucir un peu tout ça. Bon. Et là, vous avez aussi travaillé à amener le deuxième sommet à Québec. C'est là. Alors là, on s'est dit, comment on peut faire ça? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu avec nos amis africains, avec des amis français, on dit qu'il faudrait un rapporteur à la conférence. Et le rapporteur à la conférence, on me dit, M. Bourassa pourrait être rapporteur à la conférence. Il faut un rapporteur. Le rôle de la rapporteur, c'est de pouvoir faire ensuite la conclusion qu'on doit retirer de toutes ces discussions. Du premier sommet. Du premier sommet et tout. Alors, on dit, il va être rapporteur. Ensuite, on dit, mais savez-vous une autre idée? Il faudrait que le rapporteur soit le chef de gouvernement ou le chef d'État du pays qui va être l'hôte, ou du gouvernement qui va être le hôte du prochain sommet. Alors là, c'était une autre question, bien sûr, parce qu'il y avait des pays africains qui disaient, bien, après Paris, le deuxième sommet, on veut l'avoir chez nous, du côté africain. Il y avait le président de la Côte d'Ivoire, il y avait le président du Sénégal, le président de la Tunisie, bon, tous ces grands chefs africains qui voulaient avoir le sommet chez eux pour pouvoir exprimer leur réalité chez eux, mais aussi bien s'inscrire dans le mouvement international. Alors, finalement, le président Diouf, qui est présentement à la tête de la francophonie, a été exceptionnel pour nous. Il est allé convaincre le président de la Côte d'Ivoire et le président de la Tunisie, disant, écoutez, Québec, c'est vrai, ce serait bien d'avoir le deuxième sommet. Ensuite, on viendra du côté de l'Afrique, mais du côté américain, ce serait bien d'avoir un sommet. En fait, Diouf le président Diouf a fait la différence. Et le premier ministre Mulroney a appuyé donc cette demande et on a terminé le forum, le premier sommet de la francophonie en disant voilà le sommet, deuxième sommet relié à Québec. Alors pour nous, c'était vraiment très significatif de toutes ces négociations qui devaient se mettre en place et avec le gouvernement fédéral, avec l'ensemble des provinces, pour cette réforme constitutionnelle que nous voulions aborder. Alors, c'est pour ça que le sommet de la francophonie a été si important pour nous. Et ce deuxième sommet à Québec, l'année suivante, je crois, oui. Avez-vous joué un rôle particulier? J'étais le ministre responsable pour l'organisation de ce deuxième sommet. Et on voulait lui donner disons, un aspect économique plus évident. On voulait que la francophonie ne soit pas seulement une rencontre parlant de choses très importantes comme la culture, l'éducation, des choses importantes, bien sûr, mais on voulait que ça puisse amener aussi des discussions concernant la situation économique, le développement économique, des réalités économiques qu'on voulait aborder à ce moment-là. On a fait des rencontres à plusieurs niveaux avec les entreprises et le secteur politique. Bref, on a vraiment donné à ce deuxième sommet un aspect économique que les intervenants n'avaient pas vraiment vu au départ comme étant un élément important de ce genre de sommet. Mais pour nous, comme Québécois, c'était fondamental. On a voulu que cette relation avec la France soit une relation en fonction de nos liens historiques, aux liens de culture, de langue. Mais on a toujours voulu aussi que ça nous amène à avoir des liens économiques importants, privilégiés. Et c'est pour moi une grande satisfaction aujourd'hui, très grande satisfaction, de voir la France, deuxième plus important investisseur au Québec, troisième au Canada. Il y a eu des retombées au Québec de ce sommet-là. Des retombées très importantes. Il y a pu y avoir des liens sur le plan, par exemple, technologique dans des domaines où on se connaissait, on connaît particulièrement bien au Québec, c'est-à-dire l'hydroélectricité. On a fait des ententes avec la Tunisie,
Vous avez des grandes compagnies d'engineering québécoises qui ont fait des ententes avec des pays, de nombreux pays, dans le domaine minier aussi. Notre expertise dans le domaine minier a beaucoup servi. Alors, on a eu l'occasion de faire plusieurs ententes. Et du côté français aussi, beaucoup de grandes entreprises françaises étaient ici. On a pu faire des liens avec les entreprises québécoises, de sorte que vous avez plusieurs entreprises québécoises qui sont maintenant du côté européen et en particulier du côté français. Et ça date de ce sommet, ce deuxième sommet de la francophonie. Vos deux ministères, Relations internationales et Affaires intergouvernementales canadiennes, se complétaient bien dans cet objectif-là? Oui, ils se complétaient très bien. Ils se complétaient très bien et c'était particulièrement significatif parce que du côté des affaires canadiennes, donc de la Constitution canadienne et des relations avec le gouvernement fédéral et avec les autres provinces, et il y avait à faire valoir nos juridictions, nos compétences, mais l'aspect international est aussi très, très important. Pour les Québécois, il est très important qu'on puisse faire valoir ce que nous sommes, ce que nous faisons chez nous, dans nos domaines de compétences, qu'on puisse le faire valoir aussi sur le plan international, en respectant, bien sûr, la compétence fédérale en matière d'affaires étrangères. Monsieur Rémillard, en 86, vous êtes ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes et vous annoncez les 5 conditions que vous demandez pour que le Québec adhère à la Constitution canadienne de 82. Comment en êtes-vous arrivé à fixer ces conditions-là? J'avais écrit un livre sur le fédéralisme canadien où je parlais de certaines conditions. Le Parti libéral avait fait aussi sa réflexion et dans le programme du Parti libéral, on avait précisé 5 conditions qui étaient particulièrement importantes pour le Québec pour qu'il puisse signer l'entente de 82 et ensuite continuer le processus constitutionnel pour voir à ce que les partages des compétences législatives, par exemple, puissent s'adapter. Mais il fallait tout d'abord faire en sorte que le Québec puisse retrouver la capacité de signer ce rapatriement de 82. Et il fallait pour nous mettre en place des conditions qui étaient réalistes, qui étaient significatives, qui étaient fondamentales pour nous et qu'on savait qu'on pouvait réaliser. Alors, c'est comme ça qu'on a tout d'abord établi le principe que le Québec est une société distincte. On a utilisé le mot « société » parce que le mot « peuple » ne correspondait pas, selon nous, à la réalité québécoise. Nous sommes en 85. Parler de nation, ça signifiait de parler des hommes et des femmes qui vivent ensemble dans un État souverain. Donc, si on avait pris le mot « nation », ça aurait signifié qu'on veut faire l'indépendance du Québec. Alors, le mot « société », dans le contexte de 85, était bien adapté. Des hommes et des femmes qui sentent qu'ils ont des éléments en commun, qui veulent vivre ensemble sur un territoire, qui sont politiquement organisés et qui donc ont des caractéristiques qui leur sont propres et qu'on veut voir reconnaître et qu'on veut voir aussi exprimer. Alors, voilà pourquoi on réclamait tout d'abord la reconnaissance du Québec comme société distincte. Mais la deuxième expression qu'on a utilisée aussi, c'était de pouvoir récupérer notre compétence en matière d'immigration entièrement, que le Québec puisse choisir ses immigrants. Mais il y avait déjà eu une entente. Il y avait eu l'entente Colin-Couture, qui était là en 79 et qui était en application, mais qui était toujours je dirais, en mouvement dans les discussions constitutionnelles. Et le Québec n'avait pas vraiment cette capacité de dire, ben voilà les critères qu'on veut avoir pour recevoir nos immigrants, voici les immigrants qu'on veut recevoir. C'était un pas très important qui avait été fait en 79 avec l'entente Colin-Couture, mais ce n'était pas encore bien articulé. On voulait profiter de l'occasion pour dire, ben voilà, c'est une compétence provinciale. Puisque dans la Constitution, c'est une compétence qu'on appelle concurrente, c'est-à-dire et le fédéral et le provincial ont compétence, mais le fédéral a compétence prépondérante. S'il y a un conflit, c'est le fédéral qui l'emporte. Alors, on voulait donc régler ce problème. Ensuite, le pouvoir de dépenser.
pouvoir de dépenser, c'est la possibilité pour Ottawa de dépenser des sommes d'argent importantes dans des domaines de compétences provinciales. Ça causait des situations difficiles parce qu'Ottawa arrivait et décidait dans le domaine, par exemple, culturel, de donner aux municipalités des sommes très importantes d'argent pour construire un centre culturel. Bon, très bien. Mais ensuite, le centre culturel, qui l'entretient? Qui paie pour son développement? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On construit. Si on a à construire des infrastructures, si on a à développer une industrie, qu'on puisse le faire en collaboration, ensemble, et que si, pour les Québécois, ça ne correspond pas aux intérêts du gouvernement, alors que pour les autres provinces, ça correspond très bien à leurs intérêts, bien, qu'il y ait un droit de retrait, et dans la Constitution. Alors, ça aussi, c'était très important pour nous. Ensuite, la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada, 9 juges à la Cour suprême du Canada, dont 3 qui viennent obligatoirement du Québec de par la loi sur la Cour suprême. Mais la loi, c'est une loi. Et on voulait pouvoir l'inclure dans la Constitution pour avoir la garantie constitutionnelle. Ce qui veut dire que si vous voulez changer la Constitution, vous prenez la formule d'amendement inscrite dans la Constitution pour la changer. Ce qui est beaucoup plus difficile que de changer une loi au Parlement quand un gouvernement, par exemple, a la majorité. Hein? Et finalement, ce droit de veto. Un droit de veto qui nous apparaissait très important. On avait en 82 négocié un droit de retrait, c'est-à-dire on change une compétence législative et qu'on l'attribue au gouvernement fédéral alors que c'était une compétence provinciale et que le Québec n'est pas satisfait, il a le droit de se retirer. Et quand c'est un domaine relié à la culture et à l'éducation, il peut même avoir l'argent que le fédéral donne aux autres provinces pour que le Québec puisse continuer cette compétence lui-même. Ça allait. Mais il n'y avait pas un droit de compensation dans tous les domaines. On voulait que ce soit dans tous les domaines. Ça, c'était important. L'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas se retirer d'une institution. Vous pouvez vous retirer d'un amendement constitutionnel concernant une compétence, mais vous ne pouvez pas vous retirer du Sénat. Et le Sénat est très important. Le Sénat, c'est une chambre législative. Il n'a pas tous les pouvoirs de la Chambre des communes, mais il a des pouvoirs très importants, même on le sait, de bloquer une loi. Est-ce que c'était une finalité ou si c'était une étape vers d'autres négociations? C'était une étape. C'était le solage de la maison, si vous voulez. C'était le fondement. On s'était dit, tout d'abord, il nous faut asseoir solidement la base. Et qu'est-ce que c'est la base? C'est ces 5 conditions qui vont nous permettre d'adhérer pleinement au rapatriement constitutionnel de 82 et qui vont nous permettre ensuite d'aborder une réforme de nos compétences législatives avec les autres provinces pour compléter cette réforme constitutionnelle. Et vous savez que c'est une approche qui était fort critiquée. Moi, je ne croyais pas au scénario de dire on fait tout ensemble. On fait le partage des compétences législatives en même temps qu'on fait les conditions de base pour faire le solage. Écoute, là, on va arriver avec toutes ces demandes. Les autres provinces vont dire, écoutez, on vient de terminer le rapatriement de la Constitution, qui a été quand même très dur. Il faut se souvenir que ce rapatriement de 82 a quand même été très, très dur, non seulement pour le Québec, mais aussi pour l'ensemble des provinces, là. Il faut se rappeler que le rapatriement, tout d'abord, il s'est fait avec 2 provinces. L'Ontario, au Nouveau-Brunswick, qui appuyait le projet de M. Trudeau. Et ensuite, il y a eu ce front, où le Québec faisait partie de ce front qui était contre le rapatriement, qui finalement, dans ce soir de novembre 81, qu'on appelait la soirée des longs couteaux, a fait que le Québec s'est retrouvé isolé. Mais finalement, sur le plan du droit constitutionnel, sur le plan de la réalité juridique et politique, ce rapatriement de 82, même si le Québec dit nous ne sommes pas partis, donc on ne signe pas, ce rapatriement liait le Québec comme il liait les autres provinces et le gouvernement fédéral. C'était donc une question politique de pouvoir régler cette question et nous avions la chance d'avoir un gouvernement fédéral avec le premier ministre Brian Mulroney
qui était très ouvert, très disponible pour les discussions. M. Mulroney avait nommé le sénateur Murray, Lionel Murray, comme ministre responsable des négociations constitutionnelles, qui était un homme tout à fait remarquable, qui a fait un travail remarquable. Vous, comme ministre québécois, comment avez-vous amorcé ces négociations-là? J'ai amorcé ces négociations-là tout d'abord en exprimant très clairement ce que le gouvernement du Québec recherchait. Et ça a été un discours que j'ai fait ici dans les Laurentides. Il y avait un colloque qui se tenait organisé par un groupe de penseurs canadiens, il y avait des Québécois, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout au Canada, qui étaient là. Ils m'avaient demandé comme ministre de pouvoir intervenir. Et on a décidé que je ferais mon discours là pour établir les 5 conditions. Alors, en faisant ce discours, on établissait, voilà, les 5 conditions. Et ensuite, on passera à d'autres choses, mais premièrement, ces 5 conditions. Ça a été le coup d'envoi. C'est tout le coup d'envoi. Et ensuite, on s'est mis immédiatement au travail. Le sénateur Murray, donc le responsable des négociations constitutionnelles pour le gouvernement de M. Mulroney, m'a dit, écoutez, nous, on a un petit peu parlé aux provinces et nous savons qu'il y a une certaine ouverture, que les provinces se sentent encore mal de cette situation qui s'est produite en 82 et qui a fait que le Québec s'est retrouvé isolé. Il y a un malaise, là, et bon, les provinces sentent ce malaise et sont donc ouvertes à discuter avec vous. Il faudrait que vous puissiez aller voir comment elles réagissent. Alors, je suis parti avec Diane Wollimy, avec Jean-Claude Rivet aussi à certaines occasions. Diane Wollimy, qui était à ce moment-là ma sous-ministre aux Affaires canadiennes. Et nous sommes partis pour visiter chaque province, rencontrer tous les premiers ministres, tous les ministres responsables des Affaires canadiennes et expliquer nos conditions et voir comment ils pouvaient réagir. Et ça a été pour nous une réaction très positive de voir qu'il y avait cette ouverture d'esprit. Le climat était favorable. Le climat était favorable. Le climat était là. Le climat était là avec une grande, je dirais, sensibilité à la réalité québécoise. On se souvenait encore de 82. On était à 3 ans de 82, 4 ans. On avait donc encore à fleur de peau, là, ce qui s'était passé. Et on voulait que le Québec puisse dire, très bien, me voilà comme membre à part entière de cette fédération, j'adhère à la Constitution de 82. Alors, on expliquait nos 5 conditions. On leur disait, voilà ce que ça signifie, ces conditions-là. Et la réaction était, je vous dirais, assez bonne. Il y avait parfois des hésitations. On revenait, on envoyait des textes, on expliquait les choses, on demandait à nos spécialistes de communiquer les uns les autres pour s'assurer que ce qu'on venait de discuter, ils le comprenaient bien, etc. Mais tout ça a duré pendant un bout de temps, et quand on a fait la tournée, on a fait une rencontre avec M. Bourassa. J'ai dit, bon, voilà le résultat. Voilà comment ça se présente, la carte canadienne. Merci, M. Rémillard. J'en prie.